Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on évoque le mercato de l'Olympique de Marseille, on évoque un peu le début de saison du club de la cité phocéenne, mon club évidemment. C'est une portée affective très forte pour moi que de parler de l'Olympique de Marseille parce que ça commence vraiment à se structurer, le fameux projet de 3 ans instauré par Mehdi Benassia, Pablo Longoria, Fabrizio Ravanelli et donc Roberto De Zerbi à la tête de l'effectif commence à prendre forme. On a eu la saison dernière qui était une forme d'avant-goût avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, coach très attractif qui avait fait ses gammes du côté de l'Italie ou encore de l'Angleterre lorsqu'il était à Brighton. Et bien là on a la saison 2 de ce projet-là. L'année dernière c'était assez balbutiant puisque De Zerbi venait un peu dans une forme de confusion, dans une forme de mercato assez difficile après une saison laborieuse en 2023-2024 où l'OM ne s'était même pas qualifié pour une compétition européenne, mais ça a été un mal pour un bien puisque ça a permis avec énormément de patience à l'Olympique de Marseille de se restructurer, d'attirer l'un des coachs les plus en vue du football européen et surtout d'initier un nouveau projet, le projet des 3 saisons que je disais au début de la vidéo. On va donc évoquer un peu ce mercato, on va évoquer un peu ce 11 de l'Olympique de Marseille qui commence à se dessiner, essayer de dresser aussi les zones d'ombre, essayer aussi d'instaurer cette nouvelle saison et de voir un peu comment ça va se dérouler. On va parler aussi des matchs amicaux, de la méthode de Zerbi, on va aller un peu dans la volonté tactique de Roberto De Zerbi, ce qu'a envie de faire le coach italien à la tête de l'Olympique de Marseille sur cette deuxième saison et avec l'arrivée des nouvelles recrues. Donc voilà, ça va être un méli-mélo d'idées sur la saison 2025-2026 de l'Olympique de Marseille. On va donc directement commencer par aborder les 2 derniers matchs amicaux. Je ne vais pas aborder les matchs amicaux qui ont eu lieu avant parce que j'estime que les adversaires n'étaient pas d'un standing suffisant et surtout que l'effectif de l'OM n'était pas encore rodé, on n'avait pas encore tous les contours de l'effectif, on était en pleine période de mercato, donc c'était assez compliqué de dessiner un 11 et de dessiner une forme de stabilité. Or, j'ai l'impression tout de même que sur les 2 derniers matchs au Vélodrome, justement pour moi c'est là le gros du sujet, c'est que l'OM rejoue du côté du Vélodrome parce qu'on voit que les supporters de l'OM sont évidemment très fans du projet de l'Olympique de Marseille puisque les 2 matchs ont fait guichet fermé, que ce soit face à Séville ou que ce soit face à Aston Villa hier. Tout d'abord parce que l'OM a joué 2 mastodontes européens tout de même, même si Séville va un peu moins bien sur la dernière saison, ça reste des noms, Séville et Aston Villa, surtout aussi parce que c'était au Vélodrome et des matchs très médiatisés là aussi avec beaucoup de gens qui ont eu accès à ces rencontres-là avec la plateforme Twitch évidemment de l'OM. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vraiment me focaliser sur ces 2 matchs-là et surtout parce qu'on a instauré une forme de stabilité je trouve, là où sur les matchs d'avant ça pouvait être un peu plus compliqué à se dessiner. Sur ces 2 matchs-là, on a vu évidemment des choses super intéressantes. On a vu bien sûr un Olympique de Marseille qui commence à se roder sur le plan tactique. Alors on a tactiquement ce 4-2-3-1 je trouve sur les phases de construction avec un Murillo qui vient vraiment sur la largeur sur le côté droit. On a également le duo d'anglais gagnant avec Greenwood et Rowe, même si Greenwood va acquérir la nationalité jamaïcaine, ça reste un anglais bien sûr, mais c'est vrai que sur ce 4-2-3-1 en phase offensive, je trouve ça très intéressant. Et si on devait parler du volet tactique dans un premier temps avant de se pencher sur les recrues et sur les prochaines rencontres de l'OM, je voulais d'abord évoquer ce volet tactique que j'ai trouvé très intéressant sur les 2 rencontres de l'Olympique de Marseille parce qu'on a ce 4-2-3-1 tout d'abord avec un Murillo qui vient vraiment sur le côté droit pour essayer de créer une forme de largeur, ce double pivot avec le départ de Rongier, on a Angel Gomez qui va beaucoup plus se conforter dans ce rôle de milieu de terrain dans le double pivot aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg. Donc on a ce mélange un peu dans le double pivot d'expérience et de jeunesse. Alors j'avais pas mal de réserves sur Angel Gomez puisqu'il avait été pas mal blessé sur la fin de saison dernière avec Lille, mais là lorsqu'il est en pleine forme et lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, je le trouve super intéressant parce que par rapport à un Rongier qui prenait pas vraiment de risque dans le jeu, même si encore une fois on n'enlève en rien ce qu'a fait Rongier du côté de l'OM, et bien c'est vrai qu'Angel Gomez il est beaucoup plus tonique, il va récupérer le ballon beaucoup plus bas, il va essayer de chercher la passe verticale, il a beaucoup plus de qualité technique sur le plan intrinsèque et ça évidemment c'est très intéressant. Si il peut être épargné par les blessures, je pense qu'Angel Gomez peut vraiment devenir une référence dans ce double pivot en Ligue 1, d'autant plus qu'il connaît le championnat français, donc ça devient encore plus intéressant bien sûr. Et on a donc comme je le disais ce 4-2-3-1. Alors encore une fois il y a des zones d'ombre sur cet effectif qui sera l'arrière gauche. De Zerbi a dit qu'un arrière gauche allait signer du côté de l'Olympique de Marseille d'ici la fin du mercato et on en a besoin après le départ de Quentin Merlin du côté de Rennes. Ulysse Garcia c'est très bien, mais je trouve quand même que sur les matchs de Ligue des Champions ça va être assez limité et quoi qu'il arrive avec l'enchaînement des matchs, parce que là c'est pas comme la saison passée où tu avais que la Ligue 1, là il va y avoir beaucoup de matchs cette saison, il va falloir de toute façon un latéral gauche pour suppléer voire même remplacer un Ulysse Garcia qui pourrait être limité sur certains aspects. Donc je penche vraiment pour un arrière gauche de grande qualité. On a vu que l'OM avait évidemment sorti
sorti le chéquier. Donc je pense que sur ce poste d'arrière gauche, il y a quand même une forme de faiblesse. Ulysse Garcia peut montrer certaines limites. Et de toute façon, avec l'enchaînement des matchs, on va avoir besoin d'un latéral gauche de renom, bien sûr. Là où le travail a été le mieux fait, selon moi, sur le mercato de l'Olympique de Marseille, c'est clairement au niveau de l'arrière-garde. On a eu l'arrivée d'Egan Riley, qui était le meilleur défenseur de Championship la saison passée. On sait que ça n'est pas rien que d'être le meilleur défenseur de la deuxième division anglaise, parce que ça reste quand même une division très relevée là aussi. C'est pas les deuxièmes divisions classiques, c'est vraiment une deuxième division qui dispose d'énormément de moyens. En plus, tu as réussi à la tirer libre, donc ça, c'est encore plus intéressant. Tu as réussi à te débarrasser de Luis Felipe, qui était arrivé malheureusement un peu trop blessé. Ça n'a pas plu au bord de Marseillais, donc forcément, il est reparti, même si je suis assez déçu pour Luis Felipe, parce que je pensais vraiment qu'il allait pouvoir récupérer tous ses moyens physiques cette saison. C'est dommage de le voir partir au bout de 6 mois, parce que je trouve qu'intrinsèquement, il a quand même pas mal de qualité et un bon pédigré. Il avait joué à la Lazio, il avait joué au Betis, donc voilà, moi je trouve que c'était un joueur plutôt intéressant en termes de profil. Et puis Medina, bien sûr, qui est la grande recrue au poste de défenseur central. J'avais quelques réserves parce que je trouvais que Medina, Balerdi dans l'axe, ça pouvait être un peu trop nerveux, un peu trop impulsif, mais Medina, c'est un joueur qui te permet de moduler ton système, il te permet de jouer à 4. C'est un joueur qui peut tout à fait jouer dans une défense à 4, mais c'est aussi un joueur qui peut jouer dans une défense à 3, comme il l'a fait sous Francaise du côté du RC Lens. C'est aussi un joueur qui peut s'exporter sur le côté gauche en latéral gauche pur, parce que c'est un joueur qui est très tonique, qui met beaucoup d'énergie, qui a pas mal de vitesse et d'intelligence de jeu là aussi. Donc vraiment, Facundo Medina, c'est une forme de couteau suisse qui peut être super intéressant en vue de la saison prochaine du côté de l'Olympique de Marseille, même si ça reste onéreux, 22 millions, mais ce sera levé la saison prochaine par l'Olympique de Marseille. Ça reste assez onéreux, mais c'est un transfert intra-Ligue 1 pour un joueur qui est argentin, qui est international en plus, et qui avait pas mal de clubs sur lui. Donc voilà, c'est super intéressant d'avoir pu le recruter là aussi. Donc Facundo Medina, pour moi, c'est la grosse recrue. Egan Riley arrive un peu plus dans la discrétion, parce que je pense pas que ce soit un titulaire en puissance, d'autant plus qu'il arrive libre et qu'il est encore plutôt jeune. Donc on va lui laisser le temps de travailler finalement et de pouvoir progresser un peu plus sereinement. Et puis il y a la rumeur Ordonez quand même, qui est un défenseur de grande qualité dans le championnat belge, qui est courtisé par de nombreux clubs, qui est très jeune, et l'OM va sortir le chéquier pour l'international équatorien. Alors l'Équateur dispose de défenseurs de très grande qualité. Il y a Pacho qui évolue du côté du Paris Saint-Germain, Hincapié qui a été l'un des éléments phares du système de Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen, et Stupinian qui a signé du côté de l'AC Milan, que De Zerbi avait bien connu du côté de Brighton. Donc c'est que l'Équateur dispose de défenseurs de grande qualité, et je pense que Ordonez ne déroge pas à cette tradition, et c'est très intéressant de pouvoir potentiellement le signer. Il n'est pas encore arrivé du côté de l'OM, et la rumeur s'est un peu refroidie sur les derniers jours, j'ai l'impression, mais si on peut le faire, ça peut être super intéressant. Ça te permet aussi de jouer dans une défense à 3. Ordonez joue déjà dans une défense à 3 en sélection. Je pense que là, du côté de l'OM, ça peut être aussi super intéressant. Medina, Balerdi, Ordonez avec Murillo et Ulysse Garcia, ou la potentielle arrivée d'un autre joueur. On a également recruté Timothy Weah, qui a dit en conférence de presse que dans l'esprit de Zerbi, il était un piston. Donc je pense que l'arrivée d'Ordonez, elle va dans le sens d'une défense à 3 pour la saison prochaine, avec évidemment Ordonez, Medina, Balerdi, Egan Riley évidemment en backup, et puis Timothy Weah dans l'axe pour apporter un profil différent de celui d'Amour Murillo. Donc pour l'instant, sur la fin de saison dernière, on a eu le passage à une défense à 4 qui a été plutôt bénéfique. Sur ce début de saison là aussi, sur les matchs amicaux, on a une défense à 4, même si sur les phases défensives, on va avoir un Murillo qui va beaucoup plus se réaxer pour contenir les attaques adverses sur sa rudesse dans le duel. Mais globalement, ça peut être aussi une équipe qui peut passer à 5 avec un piston. L'arrivée de Timothée Weah et la potentielle arrivée de Joël Ordonez en attestent. Au milieu de terrain, on l'a dit, Angel Gomez apporte énormément de tonicité, un profil tout à fait différent. Højbjerg est évidemment le patron de ce milieu. Si on passe au front offensif, j'ai quelque chose à dire tout de même sur le positionnement d'Adrien Rabiot. Je ne pense pas que le poste de numéro 10 soit fait pour lui. On l'avait déjà dit la saison passée. Dans le système en 3-4-2-1, ça avait été très intéressant, parce que là où Greenwood défendait peut-être un peu moins, eh bien Rabiot permettait de créer une forme d'équilibre dans ce 3-4-2-1. C'était pas le numéro 10, il y avait quand même Greenwood à côté. La pure numéro 10 tout seul, même si sur la fin de saison passée, ça a pu être intéressant. Je pense quand même qu'on peut se priver d'un Angel Gomez à ce poste-là. Si Amin Harit ne part pas et revient à un bon niveau, même si j'en doute, ça peut être une option aussi en doublure au poste de numéro 10. Moi, je serais partisan pour inverser Angel Gomez et Rabiot. Maintenant, j'ai écouté l'after la dernière fois qui disait que De Zerbi met Rabiot à ce poste-là, surtout pour la phase défensive, où l'ancien joueur de la Juventus Turin va pouvoir amorcer les phases de pressing. Donc c'est peut-être pour ça que l'international français est positionné en numéro 10. C'est peut-être davantage pour son rôle sans le ballon que pour son rôle avec. Mais avec le ballon, je trouve, voilà, c'est l'éternel problème de Rabiot, c'est qu'il manque un peu de tonicité, c'est que pour se retourner, c'est un peu compliqué. Là où dans le football moderne, au poste de numéro 10, tu dois absolument
absolument te retourner très vite là aussi. Il y a eu la rumeur Zegrova qui pourrait redistribuer les cartes sur le front offensif marseillais. Pourquoi? Parce que le joueur lillois pourrait permettre à Greenwood de se réaxer et lui de passer vraiment sur l'aile droite comme il peut le faire du côté de Lille. Et puis tu peux avoir une forme de polyvalence où Zegrova se positionne en numéro 10 et Greenwood à droite. Donc je pense que l'arrivée de Zegrova elle pourrait être très intéressante parce qu'elle redistribuerait les cartes, elle émulerait un peu la polyvalence de l'Olympique de Marseille et la concurrence aussi. Donc voilà, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Et puis que dire de Jonathan Rowe qui est vraiment super intéressant depuis le début de cette phase estivale sur le côté gauche. Là aussi, il va apporter énormément de largeur, énormément de profondeur, beaucoup d'intensité sur les courses défensives. C'est super intéressant ce que propose l'ancien Norwich, lui qui avait été en grande difficulté la saison passée. On l'a vu sur le reportage de l'Olympique de Marseille, on a vu que c'est un joueur qui a un très bon caractère, c'est un joueur qui arrive à se fondre dans un groupe qui est très apprécié par Roberto De Zerbi, même si des rumeurs font état d'un potentiel départ. Je pense qu'il faut absolument le garder, d'autant plus que lui, il a en ligne de mire certainement la Coupe du Monde avec l'Angleterre, lui qui a remporté l'Euro Espoir avec les Baby Tree Lions, donc ça pourrait être intéressant pour lui d'avoir cette ambition en ligne de mire. Et puis devant, quand tu as Gouiri et Aubameyang, tu n'as pas vraiment de souci à te faire. Tu as Gouiri qui est un peu cette jeunesse qui commence à prendre de l'expérience, qui a été très bon la saison passée sur son arrivée, qui a montré beaucoup de caractère, et puis Aubameyang qui hier dès son entrée marque un doublé pour enchanter le Vélodrome comme il l'avait fait lors de son passage il y a 2 ans. Donc finalement cette doublette elle est super intéressante. Maintenant la question ça va être sur les départs. Neil Mopé, Mumbagna vont être annoncés sur le départ forcément parce qu'avec l'arrivée de Gouiri et d'Aubameyang ça laisse pas énormément de place à la concurrence. Donc voilà, c'est que globalement cet effectif il est plutôt intéressant. Au milieu tu as ce trio, Højbjerg, Rabiot, Gomez, donc on a quand même sur le 11 beaucoup de certitudes, un peu moins je trouve sur les remplaçants, sur le système. C'est là je pense qu'il va falloir travailler. Quel sera le système préférentiel de De Zerbi la saison prochaine? Pour l'instant tu joues à 4 mais tu recrutes un piston droit en la personne de Timothy Weah, donc est-ce que ça veut vraiment dire que De Zerbi va être amené à changer de système là aussi? Et puis qui sont tes remplaçants? Qui est le remplaçant d'Højbjerg? Qui est le remplaçant de Gomez? Qui est le remplaçant de Rabiot? J'ai pas l'impression qu'Aminarit soit dans les meilleures dispositions physiques pour être la doublure de l'international français au poste de numéro 10. Au poste de milieu de terrain, Valentin Rongier qui était quand même le symbole de cet équilibre de l'OM au milieu est parti. Qui pour le remplacer là aussi dans cette rotation? On a Bakola qui fait des super entrées, mais est-ce qu'il est rodé pour le haut niveau? Est-ce qu'avoir une doublette de remplaçants avec 2 jeunes que sont Bakola et Nadir c'est vraiment pertinent quand tu sais que tu vas disputer la Ligue des Champions et qu'il va falloir beaucoup d'expérience? Moi si ça tenait qu'à moi je le ferais, je mettrais Bakola et Nadir en doublure de Højbjerg et de Gomez, mais ça fonctionne pas aussi facilement. Je pense quand même qu'il faudrait un autre joueur pour renforcer un peu ce milieu de terrain avant la fin du mercato, un joueur un peu plus travailleur, un peu plus discret, même si Bakola et Nadir ça reste des options super intéressantes. C'est des jeunes qui ont fait de très belles choses. Nadir la saison passée depuis son retour de blessure, Bakola sur cette phase de pré-saison, et puis si Amin Harid revient en forme, il peut tout à fait être une doublure intéressante pour Adrien Rabiot, même si je doute de l'état de forme du Marocain. Mais globalement, c'est vrai que cet effectif de l'OM il est de grande qualité. On a débloqué pas mal de moyens financiers avec l'arrivée de Paixão aussi, même si encore une fois Paixão c'est un joueur qui ne va pas jouer avant septembre puisque le Brésilien arrive blessé, lui qui a fait une superbe saison avec Feyenoord de la saison passée, 16 buts, 10 passes dans en Eurodivisie. Alors on critique beaucoup les championnats qui sont hors du top 5 européen, mais c'est quand même pas anodin ce genre de statistiques. Donc voilà, j'ai hâte de le voir à l'œuvre mi-septembre, mais attention, ça va pas être facile pour Paixão de s'imposer à l'OM avec un Jonathan Rowe qui revient en forme, avec la rumeur Zegrova. Il va falloir que le Brésilien bataille. Là où avant un joueur à 30 millions était directement titulaire, il subissait la pression du Vélodrome mais il craquait. Là, ça va pas être facile pour lui que de s'imposer, même s'il arrive à 30 millions. Je pense que Benassia a été clair dans son discours. C'est pas parce que tu coûtes très cher, que tu fais une superbe saison la saison passée, que tu es brésilien, que tu as de la renommée, que tu vas immédiatement être titulaire, même si tu as coûté cher. L'OM a des ambitions et l'OM veut les faire valoir. En tout cas, l'OM va commencer face à Rennes la semaine prochaine du côté du Roison Park, l'occasion de retrouver Quentin Merlin ou encore Valentin Rongier. Puis en Ligue des Champions, on aura le tirage au sort pour connaître nos adversaires dans la Coupe aux grandes oreilles. Ce sera le 28 août prochain, donc ça va être super intéressant. La saison de l'OM 2025-2026 est peut-être la plus excitante du club depuis des années. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.